Et bonsoir ou bonjour, on s'en fout, c'est internet, c'est vous qui voyez. En cette soirée, du coup, pour nous, moite et chaude de cet été 2018 fabuleux, fantastique, dans lequel on s'éclate vraiment, vraiment beaucoup, surtout si on n'a pas la clim. Et ce soir, ou ce jour, une fois de plus, on s'en fout, c'est quand vous écoutez, on va parler du pacte des loups. On va discuter du pacte des loups et de son auteur. Christophe Gans, connu aux États-Unis comme Christopher Gans. Euh, un gars assez important en France, à plusieurs niveaux, et qui en 2001 nous a sorti le Pacte des loups. Pour en discuter avec moi, j'ai deux invités exceptionnels, fantastiques, formidables. Bon bah Jonathan, que vous avez eu la dernière fois, hein, c'est plus une surprise. Salut Jonathan. Putain, on l'a Voilà. perdu. Voilà. Non, je suis là, je suis là. Ah bah sois Hello. poli, dis bonjour ou Et bonsoir. j'ai dit salut, c'est toi qui écoutes Ah pas. ouais. Tu verras sur l'enregistrement, on t'entendait pas. Et Moussa qui revient après Fury Road nous parler du pacte des loups. Salut Moussa. Salut tout le monde, salut Mathieu. Ok. Du coup, c'est comme d'habitude, vous savez, nous on est des bons élèves, mais on est des mauvais élèves. Du coup, on prépare sans préparer et on va voir un peu où la discussion nous amène. Le pacte des loups et Christophe Gans, parce que c'est un petit peu ça le sujet. C'est assez vaste parce que ça touche à plusieurs sujets. Alors en France, ça touche notamment à tout ce qui a trait au film de genre, hein, le fameux film de genre, hein, l'AOC, film de genre français. Ce truc pour lequel beaucoup se battent et se déchirent et essayent de trouver des définitions pour dire est-ce que c'est film d'auteur. Est-ce qu'un film de genre peut être un film d'auteur. Est-ce que voilà, tout ce genre de touchettes. Ça touche également au journalisme et à la culture, parce que Christophe Gans, ça a été quand même quelqu'un de... Et c'est même encore aujourd'hui, hein, il continue à peser comme un fantôme au-dessus de la presse française de cinéma de genre. C'est quelqu'un d'assez important parce que c'est le créateur de Starfix, magazine assez mythique des années 80. Et également, c'est lui qui a lancé la collection HK, alors qui s'est déclinée sous forme de vidéocassettes à l'époque. Il y a des DVD aussi, il y a des Blu-ray même, je crois. Oui, il y a des Blu-ray. Ah ouais, il y a des Blu-ray, ouais. Il y a des Blu-ray, ils ont continué. Tout n'est pas ressorti malheureusement. Et du magazine HK qui a fait la culture asiatique de beaucoup avant l'arrivée d'Internet, dont votre serviteur. Du coup, messieurs, je ne sais pas avec qui je commence, mais si vous pouvez me parler un petit peu de votre histoire avec ce cher Christopher. Allez, Moussa. Comment la toute première fois, je me rappelle bien, ça c'est la sortie de Craig Freeman. J'étais avec mon frère, qui est, bon, comme d'hab, les grands frères. Hein. Mm. Il était devant une émission sur M6 qui parlait de Cinoche, je me rappelle plus comment elle s'appelle, qui était avant Turbo. Oui. Ouais. C'était pas Et du Cinésis ou coup, un truc comme ça? c'est un truc comme ça, ouais. Et du coup, il y avait un mec qui arrive et qui parle en français de son adaptation de Crying Freeman. Déjà, j'étais tout excité parce que c'était l'adaptation d'un manga et tu dis, ah ouais, super, ils font des mangas en film maintenant. Bon, maintenant, je le regrette un peu, mais à l'époque, c'était bien. Et du coup, je vois ce mec qui parle en français et qui explique un peu ce qu'il voulait faire pour ce film. Et je fais, ah ouais, putain, c'est qui ce mec? Et des années après, sortie de Matrix et puis ouverture du cinéma HK, comme j'avais pas pu, comme on a pu profiter avec toute cette couverture médiatique, en m'intéressant au cinéma, achetant des DVD comme Asso, etc., je vois sur les bonus de plus en plus ce mec, et puis même je me raconte mal l'histoire parce qu'en fait, même en m'intéressant, mon ouverture dans le cinéma HK, ça a été Tsuark, et puis en m'intéressant à Tsuark, très vite, de par Jean-Pierre Dionnet et de par Christophe Gans, j'ai pu, améliorer ma cinéphilie dans le cinéma HK. Voilà, plus ou moins. Ok. Jonathan. Et ben, en fait, c'est à peu près la même chose. C'était la découverte de Crying Freeman en VHS, en fait. Ok. Parce que, enfin, c'était quelle année Crying Freeman? C'était 96, 97. 94. 94. Ouais, bon, alors tu vois, j'avais 12 ans. Donc, Alors ouais. C'est T'avais 12 ans. 12 ans. Et donc, moi, Starfix, c'est ça, moi, je suis passé à côté, hein, fondamentalement. Moi aussi. Puisque
j'avoue. Voilà. Donc moi, Christophe Gans, voilà, c'était ça, c'était Crying Freeman. Et d'ailleurs, j'avais découvert Le Pacte des loups au cinéma, j'avais 17 ans et j'avais même pas capté que c'était le même Ah ouais? Christophe Gans. Tu vois, c'était pas le truc où j'étais allé voir Le Pacte des loups au cinéma en me disant ah Christophe Gans et tout. Non, c'était vraiment c'était l'attrait de la bande-annonce qui m'avait fait aller voir Le Pacte des loups. Je l'ai vu 2 fois d'ailleurs, Ah, au cinéma. quand même. Ah ouais, non, mais à 17 ans, moi je nie pas du tout que le film à 17 ans il fait de l'effet, hein. Surtout un film français, enfin j'avais jamais vu un film français comme ça, tu vois. Euh, Effectivement, c'est un truc qu'il faut rappeler aussi à toute, notamment à toute une génération qui a peut-être pas du tout connaissance du film, mais Le Pacte des loups, ça se veut autant comment dire, un peu sur le modèle de Choi Ark à l'époque de Il était une fois en Chine, qui relance le film de Kung Fu, ça se voulait une renaissance du film de KPDP en mélangeant beaucoup de genres en même temps. Bah d'ailleurs, moi, d'ailleurs, en réfléchissant au film, moi, je mettrais d'un côté Ark et puis de l'autre côté, je mettrais Sergio Leone. J'ai l'impression que le film, moi, presque, c'est un peu Il était une fois en France. Parce que, comment dire, je trouve qu'il a un pied dans le classicisme, un pied dans la modernité, et en plus, ça raconte un peu le passage d'une époque à une autre. Et je trouve que ce film-là, il a cette ambition de par toutes ces thématiques qu'on va aborder ce soir. Mais je verrais sous cette forme-là, quoi. Au-delà de Tuark. Ouais. Il y a effectivement ça. Moi je prenais Choi Ark en exemple par rapport à Il était une fois en Chine et ce qu'il a essayé de faire par rapport au film de Kung Fu, comme ça a donné ça a fait revenir le film de Kung Fu, parce qu'à l'époque c'était en pleine. À Hong Kong, c'était la grande mode des polars. Et du coup, les films en costume, les wuxiapian et tout ça, c'était un petit peu passé entre guillemets à la trappe, quoi. Et Ouais, ouais. avec Il était une fois en Chine, c'était revenu très fort. Je sais pas si Christophe Gans avait vraiment l'ambition de dire derrière moi ça va relancer le film de KPDP, peut-être, peut-être pas. Mais en tout Bah, c'est cas, peut-être pour ça que je parle ouais, de Sergio Leone aussi. C'est que c'est à la fois, ben, c'est pas considéré par tout le monde comme le western crépusculaire, c'est pas Leone, mais c'est déjà du western crasseux, quoi. Mais je pense pas que forcément, comment dire, que Gans voulait qu'il y ait un redémarrage. Peut-être qu'il voulait parler de ses mythes un peu, et de la limite de ses mythes et de la limite, la limite de ses mythes. Plus que de perpétuer un joueur qui va être renouvelé. J'avais pas cette impression en tout cas avec le pack des. Je sais pas pour toi, Jonathan. euh, Écoute, moi, en fait, ce qui m'excitait beaucoup, en tout cas à l'époque sur le film, c'était cette idée en fait, finalement qu'on n'a pas beaucoup vu, c'était de revisiter un peu l'histoire française, en tout cas le mythos français, au travers du film de genre, en fait. Et là-dessus, c'est vrai que là-dessus, ça rejoint à la fois Tsuyark et Sergio Leone, et ça, c'est pas faux. Mais pour moi, ça fait partie du problème, en fait. on va en parler parce qu'on. C'est-à-dire que Ouais. ah bah oui, Mais oui, vas-y, je t'en forcément. prie, je t'en prie, je t'en prie. Pour moi, le problème, c'est qu'en effet, tu vois, par exemple, enfin, on n'est même pas à 10 minutes dans la discussion et on est déjà plus en train de parler de Gans, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de ses influences. Oui. Et que une partie du problème, c'est ça, c'est que c'est un mec qui est complètement passionné de cinéma, dont les intentions sont indiscutables. C'est un type c'est une encyclopédie du cinéma et en fait, il arrive jamais à s'en séparer, à, à faire un truc qui ne soit pas quelque part, en fait. Un dérivé De ses influences. Et des fois, c'est vraiment problématique. Sur le pacte des loups, pour moi en particulier, même si c'est ça qui est étrange. Mais, enfin bref, on va en parler, mais voilà. Ouais. Il a ce truc, Gans. Moi, j'ai revu quelques interviews de lui, là, il y a une petite semaine de ça. Et effectivement, quand il en parle à un moment, il disait, moi, si j'avais pas été réalisateur, l'autre métier que j'aurais fait, c'est historien du cinéma. Et effectivement, il est reconnu pour ça, entre autres, bah, même outre-Atlantique. Roger Avary, qui a bossé avec lui sur Silent Hill, l'appelait le Quentin Tarantino français. Il disait même plus, il disait que il est parti voir Quentin Tarantino. Je crois qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux que toi. Et il peut te sortir un film obscur en Malaisie qui est sorti je ne sais quand. Je crois que là, il y a pire que toi.
Oui, 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 c'est vrai il a l'air assez obsessionnel sur le cinéma et le gars a développé une grosse, grosse, grosse cinéphilie, hein. Petit rappel, parce que hier, j'ai lu une petite interview de Xavier Dolan qui lui-même déclare n'avoir aucune connaissance, aucune culture ciné. Donc ça fait toujours mal au cul quand tu te retrouves avec des extrêmes comme ça. Évidemment, ma sympathie va plutôt pour Christophe Gans, hein, cela va sans Parce que dire. là, en même temps, Oui, je sais, j'ai choisi le pire, hein. en même temps. Ouais, non, non, bah, Ouais, c'était ouais, histoire de coller une petite crotte de nez sur Xavier Dolan parce que vraiment, il me ouais, fout trop les boules. ouais, non, Euh, c'est pas très intéressant. J'ai vu aucun de ses films d'ailleurs, et je m'en. Mais Non, mais il se fait buter dans un film de Pascal Logier en plus, donc ça fait toujours, c'est vrai? ça fait plaisir. Ouais, il se fait buter dans Martyr, hein. Il se fait tirer dessus au fusil à pompe. Au début, là, c'est lui? Ouais, c'est Dolan. Ouais. Oh bordel! Ah, putain, ça me donnerait presque envie de revoir Martyr. Et voilà. Putain, ouais, on a glissé Logier aussi, mais Logier, on y reviendra peut-être plus tard. En Ouais. attendant, le Pacte des loups. Le Pacte des loups, faut quand même rappeler que c'est un très 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 gros budget pour l'époque 2001. C'est quand même 32 millions. Mhm. C'est un film qui a été tourné. Alors attends, sur combien de temps? Je sais qu'il avait pété le score au niveau Du box-office, yes. non, pas du box-office, du temps de tournage de production. Je Ah, crois ok, c'est ça. Il y a eu 23 semaines de tournage. À la base, ça devait être 15. Et ok. même au tout début, je crois que les mecs lui en donnaient 12. Et lui a dit, bon, ok, ben, par contre, on va couper ça, ça, ça et ça et ça. Et les producteurs voulaient absolument le scénario qui avait été écrit, ils voulaient que ce soit ça qui soit tourné, donc ne rien perdre. Donc ils lui ont accordé ces 15 semaines. Et le gars a débordé de 8 semaines, quand même, ce qui n'est pas rien, hein. On connaît des gens qui arrivent à faire un film en 8 semaines. Le Gans, comme vous pouvez le voir sur le making-of du film, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs, il est trouvable, réalisé par Pascal Laugier d'ailleurs, pour le citer. Mais pourquoi est-ce que Laugier est aussi un peu dans l'affaire? C'est que c'est lui qui a Il, réalisé. il- il est dans le film aussi, Logier d'ailleurs, dans le Pacte des loups. Ah, ah, il doit jouer un C'est marrant. clodo, un truc comme ça. Je l'ai Il pas joue un revu, c'est rôle, marrant. il fait un petit rôle, je sais plus. Ok. Et ben donc lui il a fait un. C'est Gans qui allait le trouver, ce gars qui venait un peu des mêmes bleds que lui, parce que Gans est d'Antibes à la base. C'est ça, ouais. Lui il est de là-bas. Donc il avait pris Logier qui avait fait quelques courts-métrages et voilà. Il était allé chercher ça. Il avait cette curiosité par rapport à tout ça. Euh, donc c'est quand même plutôt louable de la part du mec. Et du coup, je parlais du budget, je parlais du temps de tournage, mais il faut aussi expliquer un peu la genèse du truc. C'est que le projet vient à la base d'un scénario de Stéphane Cabel, il me semble, oui. Et ça avait été acheté par Canal Plus Écriture. Donc ça, c'était dans les années 90. Canal Plus qui était en pleine patate parce que c'était l'époque où eh ben, tu avais ton abonnement à Canal Plus, tu pouvais mater du foot et du porno et les films un peu avant qu'ils sortent. C'était avant qu'ils sortent à la location ou en même temps? En même temps. C'était. En même Ouais, temps. ouais. Attends, ah merde, je me rappelle mal. C'était C'est en à, même temps. c'était à peu près en Ouais, même c'était en même temps. temps. Ouais. Hmm. Ouais, c'est drôle. Ouais. Du coup, Canal Plus roulait un peu sur tout le monde avec son abonnement télé et du coup voulait s'attaquer au cinéma et avoir ses propres productions. Donc, avait lancé Canal Plus Écriture pour produire, enfin en tout cas acheter des scénarios, aider des scénaristes à mettre en place des histoires. Et donc, il y avait eu ce scénario qui était tombé, qui avait été envoyé à Christophe Gans, qui l'a lu très vite parce que j'imagine qu'il est assez attaché au folklore français. Je pense que ça fait partie des choses qui l'intéressaient dans le projet. Et je sais plus qui l'a coiffé sur. Je crois qu'il a coiffé un autre réalisateur sur le poteau. Je me souviens plus. Dans l'interview, il en parlait, mais je me souviens plus qui c'était. Ah, ce serait intéressant ça. J'aimerais bien voir qui aurait pu réaliser le pack des loups. Il y avait, il Très y bien avait, que ça. il y avait quelqu'un d'autre sur l'affaire, mais qui s'y est pris un petit peu trop tard, quoi. Gans a fait ça très vite. Alors, faut rappeler quand même aussi l'équipe de production. Ouais. À la prod, on a Richard Grandpierre, le producteur, entre autres, de Doberman.
quand même, s'il vous plaît. Et Samuel Hadida, le comparse de Christophe Gans, avec qui, Ouais, sur quasiment tous ces films. Hein. sur quasiment tous ses films, qui connaissait depuis très longtemps. Ils s'étaient rencontrés dans un festival. Samuel Hadida, c'est un fils je crois que son père avait, comment ça s'appelle, Metropolitan Film Export, un truc comme ça. Et que son frère et lui ont récupéré par la suite, avec son frère, oui c'est ça, Victor. Ils ont rejoint, voilà, c'est son père qui avait la société, donc eux ont récupéré ça, société c'est des distributeurs quoi, et également des producteurs. On rappelle aussi que c'est par le biais de Samuel Hadida que la collection HK a existé, et existe probablement encore aujourd'hui. Donc merci tonton Hadida, hein, tous Exactement. les films matés. Et c'est ça, et comme Gans, c'était des gars qui étaient quand même bien à fond sur le cinéma asiatique, le cinéma bis, et un peu tout ce qui a fait le ciment d'une certaine cinéphilie dans les années, on va dire, 70, 80 et 90, et qui a commencé un peu à péricliter avec l'arrivée d'Internet et des années 2000, ces merveilleuses années 2000 que j'aime tellement. Du coup, le scénario de Stéphane Cabel qui a été retouché avec Christophe Gans, et ensuite, ils se sont lancés dans l'aventure, ils ont pété le score au niveau du budget et du box-office, parce que on va quand même rappeler que le Pacte des loups, ça a été un vrai succès en France. Ouais. Entre 4 et 5 millions de spectateurs. C'est ça. Et donc, et ce qui est assez drôle, c'est que quand on dit que qu'il y a beaucoup de jeunes publics, jeunes spectateurs qui ne connaissent pas ce film en fait. Il n'y a pas eu de retombées, de postérité à ce film. Ok. Oui, Ouais. oui. Non mais moi ça surprend toujours, mais oui, en effet. En effet. Ouais. Ça, Oui, non, à voir pourquoi. C'est marrant. Discutons de pourquoi ça a pu passer complètement à la trappe, justement. Quoi. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire et je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. allons-y. Je t'en prie, Michel. Non, moi, franchement, après, je pense qu'il faudrait plus parler du film en lui-même avant d'aborder Allons-y. peut-être pourquoi il a été. En fait, je savais pas, j'avais jamais remarqué, mais en même temps, ça me semble pas ça me semble normal. Bon, moi déjà, franchement, j'aime ce film. J'aime ce film déjà par rapport à ce qu'il représente dans ma cinéphilie. Je le découvrais. Et puis quand je l'ai rematé, c'est-à-dire il y a peut-être 2 semaines de ça, j'ai été plus surpris. J'avais peur de le revoir. J'avais peur de le revoir et d'être déçu. Dernière vision, il y a peut-être 3 ans, c'est pas très bien passé, alors que là, c'est beaucoup mieux passé. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est un peu toutes les thématiques que le film essaie de se dégager et de parler et que je trouve qu'il y a un point de vue assez intéressant sur tout ce qui concerne la pop culture en France et c'est même dans le scénario quoi. Donc ça va être il y aura un peu de spoiler là forcément, mais par quoi je pourrais commencer peut-être pas directement par la fin avec les membres du pacte qui sont j'ai l'impression que ça parle du cinéma français quoi. Les membres du pacte qui sont des mecs qui à la fois qui ont la main mise sur un marché quoi. Là du coup eux ils ont la main mise sur le pouvoir et sur faut faire un gros résumé là parce que là parce que c'est dans on rappelle donc c'est l'histoire de la bête du Gévaudan. Ouais, voilà, ça c'est important quand même. Donc alors c'était à quelle époque tout ça? C'était en 1700 avant la Révolution française en tout cas. avant la Révolution française. Et je pense vu les personnages peut-être 40 ans avant la Révolution française. Heureusement, je vais pas essayer de me faire passer pour le mec qui est balèze, mais j'ai la page Wikipédia en face. C'est à peu près ça. C'est parce que ça se finit sur la Révolution avec le personnage de Jérémy. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça se passe dans un petit une région quoi en fait. Cette fameuse c'est une région qui représente à l'échelle du monde ce que le cinéma français peut représenter à l'échelle du monde pour aller dans le sens de toi ta lecture du film. Donc pour parler de cet événement historique, c'est qu'il y avait une bête qui avait sévi à cette époque-là en tuant une centaine de personnes, il me semble.
ils ont décidé d'écrire un scénario sur ce fait historique, ce qui est plutôt, je trouve, une démarche hyper intéressante parce que quand je pense que comment dire, c'est à l'entrecroisement de plein de choses, c'est à la fois du fantasme, du fait historique, de l'enquête, il y a plein de genres qui peuvent être dans ces croisements. Et du coup, cette bête du Gévaudan, ce que je trouve hyper intéressant dans ce film et qui est traité aussi, c'est que dans un certain sens, c'est un peu comme une représentation du cinéma. C'est très cinématographique, quoi. La bête, on ne sait pas trop si c'est une bête diabolique, si c'est qu'est-ce que c'est, mais on sait qu'en même temps, on est dans un événement historique. Donc, je trouve il joue à la fois sur le fantasme de ce que cette bête, on aimerait bien savoir, tout en sachant que c'est un événement historique. Et en même temps, il joue sur la superstition, et le cinéma, c'est lié à tout ça, le fantasme, la fantasmagorie, la fantaisie. Et en même temps, du coup, on voit que c'est une manipulation de nobles qui l'utilisent pour continuer à asseoir leur autorité sur le monde. Et on voit qu'il y a le personnage principal qui est un démystificateur. Et à la fois, ce qui est drôle avec ce film, c'est que vu qu'il c'est un film de genre, c'est un film populaire, qui joue clairement dans des choses qui sont clairement dans la fantaisie, c'est-à-dire il y a entre l'Indien qui a des potions magiques, enfin j'abuse en disant ça, mais il a un bracelet magique qui peut réveiller des gens, il y a du kung-fu, il y a une épée à la Soul Calibur, et c'est exactement ce sur quoi le cinéma, on va dire, d'auteur français va taper. Et historiquement, même sur sur quoi on va taper des genres qui font de la superstition, qui sont pas en train de parler de réel, qui sont en train de parler de fuite de la réalité. Et ça, je pense que tout ce qui est lié au cinéma de la nouvelle vague, qui veut parler de choses concrètes et qui est réel, ça, c'est un film qui en même temps parle de ça, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Jonathan? Ouais, carrément. Je trouve que c'est une grille de lecture intéressante, clairement. Après, pour moi, enfin, ce qui est marrant, c'est que en fait, on est plus ou moins d'accord, mais c'est juste une différence de vision finale, en fait. Moi, je déteste pas le film, hein, faut que ce soit clair avant que. Tu l'as vu 2 fois en salle. Je l'ai vu 2 fois en salle, je l'ai revu depuis plusieurs fois, etc. Je le déteste pas. Il y a plein de trucs que j'aime bien dedans. Le truc pour moi avec cette lecture du cinéma français, etc., c'est que ça se retourne. Je pense que ça se retourne aussi contre Gans, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au final, son personnage de Samuel Le Bihan, qui est atroce dans le film d'ailleurs, mais bon, non. Le bilan, pas le personnage. Le personnage est intéressant. Le Bihan est atroce. Il est terrible. Mais c'est un personnage finalement qui est un type qui fait de la. Qui empaille des animaux, tu vois. Ouais. Et je trouve justement, enfin déjà que son cinéma, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une espèce de reprise qui a l'air vivante, mais qui en fait est assez morte à l'intérieur. En fait, c'est froid. Ben, ce qui est intéressant pour continuer dans cette analogie, c'est que justement le rôle du chevalier de Fronsac, c'est aussi de créer de la superstition et de fabriquer des animaux de toutes pièces à partir tu vois, faire une espèce de transformation pour créer une espèce de mythologie ou L'autre problème pour moi, si on va dans cette grille de lecture là, c'est qu'en fait, il y a un truc qui est essentiel pour moi dans ce film et que d'ailleurs j'ai ressenti la première fois que je l'ai vu, hein, c'est même quand j'avais 17 ans, c'est qu'en fait, de façon allégorique, où le personnage de Le Bihan qui donc, si on suit cette grille de lecture, devient une espèce de représentation de Christophe Gans, en fait. Ouais, complètement. Le moment où il perd son influence asiatique, c'est-à-dire son indien, ta gueule, quoi. C'est-à-dire qu'il sait plus quoi faire. Il part dans des trucs où d'un coup ça ne fait plus aucun sens. Vincent Cassel est en roue libre, il fait des trucs avec son épée là à la fin. Je comprends pas du tout d'où ça vient, quoi. C'est pas amené. C'est Soul Calibur. Voilà. Je trouve ça sympa aussi. Je trouve ça sympa d'être décomplexé. C'est vraiment, c'est on va dire, c'est un peu dans le cahier des charges du film, c'est que, et c'est ce que j'ai bien apprécié, et encore plus avec le recul, c'est que les mecs, au bout d'un moment, comme
pas au même niveau, et c'est pas grave, les mecs après ils essayent. Comme un tueur, on va arriver avec des trucs complètement décomplexés, de se dire putain, le mec il arrive avec cette épée, etc. Et franchement, bah là c'est un peu le plaisir régressif de je m'en fous des explications, et là ça me fait plaisir, et ça me fait bien kiffer de voir ça, quoi. Moi, c'est pas tellement le problème d'une explication, en fait, c'est surtout que d'un coup, tu as un truc où tu as l'impression que ça a été ajouté, quoi, au dépit de toute cohérence. Tu vois, pour moi, par exemple, la différence avec Tuyark, c'est que Tuyark, il Oui, est tellement c'est dans vrai. le chaos et dans la folie que de toute façon, il pourra ajouter des sushis qui se battent avec des lapins. Ça serait cohérent parce que Tsuyark, c'est ça, c'est son truc. Il est dans la représentation visuelle du chaos et que Gans n'est jamais. C'est-à-dire que tu as l'impression de voir finalement un film qui est un film d'aventure plutôt finalement bien ficelé, mais pas si original que ça. Et d'un coup, tu as des trucs où tu as l'impression qu'il a juste ajouté ça au milieu, quoi. Une épée à la Soul Calibur. Il y a... Ben, attends, excuse-moi, Mathieu, ouais, Je t'en prie. non, vas-y, je te laisse parler. Non, vas-y, t'avais un truc à enchaîner. Ouais, non, il y avait deux choses. Il y a des thématiques il y a des choses qui ressortent en matant les deux personnages de Samuel Le Bihan et son Némésis, le voyage, et puis donc il y en a un, le voyage ça l'a rendu taré, l'autre ça l'a ouvert au monde. Ben bon, forcément avec le cinéma de Gantz qui est hyper ouvert, et d'un côté il y a Manny qui est complètement joué par Marc Dacascos, la rencontre sur Craig Freeman, qui est un acteur métis, il est à la fois asiatique, français, je sais plus quoi, métis de tous les bords, j'arriverai plus à te dire exactement ce qu'il est exactement, mais et du coup dans un autre côté, enfin pas un autre côté, il y a le personnage de Cassel, lui qui est il y a clairement pas de la consanguinité, mais l'inceste, donc l'inceste qui mène à la consanguinité, et j'ai l'impression qu'il en a un peu conscience de ça depuis le début du film, qui commence avec directement un combat de kung-fu où on n'essaye pas de la glisser en disant, même si je pense que l'équilibre il est pas au top, mais on n'essaye pas de la glisser en glissant directement l'épée à la Soul Calibur à la fin, en mode vraiment trop balancé à l'arrache. Mais déjà le métissage du film, il est présent dès le début du film. Ça commence avec le calvaire là, enfin c'est pas le premier plan, il me semble pas, je crois que au début ça commence avec une attaque de la bête. Ensuite, quand on a le truc hyper iconique, et ça qui est assez drôle avec la schizophrénie de ce film, c'est qu'à la fois il veut être porteur de mythe, et à la fois il veut en casser pas mal. Il veut à la fois casser avec le pacte, qui sont en train de faire une bête fabriquée de toutes pattes, fabriquée de toutes pièces pour contrôler la population, et justement pour repartir sur une société un peu plus archaïque. Et d'un côté, on parle de cette ouverture. Je ne sais pas si j'ai pas trop perdu le fil et si vous me suivez. Non, moi je te suis. Ouais. La lecture est intéressante, et en fait moi je comprends les deux points de vue, et comme je voulais annoncer avant, moi je suis un petit peu la Suisse par rapport à tout ça, c'est que je suis d'accord avec vous deux en fait. Je comprends tout à fait ce que veut dire Jonathan, et enfin je pense que les uns et les autres on se comprend assez bien sur ce film. C'est que le film a des scories, et a des scories assez difficiles à avaler. Moi, un des gros problèmes que j'ai avec le film, par exemple, c'est dès que les personnages ouvrent la bouche, peut-être mis à part Marc Dacascos, c'est catastrophique. Et pourtant, Gans avait d'excellentes ambitions par rapport à tout ça, aller chercher Complètement, ouais. des acteurs du cinéma indépendant comme Émilie Dequesne, Jérémy, c'est Régnier son nom, ou Régnier, C'est ça, Régnier. Ouais, Régnier. ça pose problème avec l'acteur d'Avengers. Amy Renner, ouais, c'est un bug dans la matrice. C'est la version française, quoi. En plus, c'est vrai qu'ils ont les mêmes pecous et tout. Bon, Ouais, il y a un il y en a un, il problème fait là. 1m40, quoi. Donc c'est ça la différence. Il y a des gros problèmes dès que les mecs ouvrent la bouche. Mais par exemple, Jonathan disait que Samuel Le Bihan est catastrophique. Samuel Le Bihan, moi je l'apprécie beaucoup quand il la ferme dans le film. Par exemple, quand il a tout son pétage de plomb après la mort de Manny et qu'il va bousiller tout le monde. C'est clair, plutôt bien chorégraphié et Bah, plutôt bien alors, foutu comme séquence. on rappelle que c'est Philippe Kwok qui est à la chorégraphie, C'est ça, j'avais envie d'en parler. parce que Christophe Gans a eu l'intelligence d'aller chercher des techniciens un peu de partout. Il a le chef opérateur
de mimique d'Anne Austin dessus. Ouais, un Danois, Il a le monteur de John Woo, John Woo, David Woo, qui était déjà sur Crying Freeman, il me semble. ça. Ouais. Philippe Kwok, il a une sacrée équipe avec lui, et justement, qui participe un peu à ce côté métis dont tu parlais, que Ouais, et je trouve tout à fait juste. d'ailleurs, il a failli avoir Kenji Kawai à la compétition, mais là, il se retrouve de l'Oduka, il me semble, et que, d'ailleurs, qui a fait un travail pas mal. Genre, je suis curieux de ce qu'aurait pu faire Kenji Kawai Et dessus. ça aurait été Mais, intéressant, ouais. Ah ouais, ça aurait été hyper intéressant. Mais du coup, ouais, le pire, hein, le pire, c'est que j'aime ce film, mais je suis pas complètement, je comprends complètement tout ce que Jonathan dit, et je suis pas, il y a plein de choses qui sont, enfin, de mon côté, qui sont pas passées avec ce film. Mais j'ai une certaine sympathie quand même avec les intentions et comment elles sont réalisées dedans. Oui, Même non, mais c'est pareil. Enfin, moi, les intentions, je les renie pas. Il y a pas de problème. Faut- Mais tu vois, enfin, quand tu parlais du métissage, par exemple, à cette histoire à partir du moment où le personnage de Dacascos meurt, le film se pète la gueule, c'est que justement, là où pour moi le métissage il passe dans la baston du début, dans toutes les scènes avec Dacascos, etc., c'est que ce métissage-là, il est amené à travers ce personnage, en fait. C'est-à-dire que ce personnage-là, ouais. finalement, il n'a pas sa place dans ce monde-là. Et donc, du coup, quand on t'amène des scènes de kung-fu qui vont avoir avec ce gars-là, ah bah ça n'a pas sa place, mais ça fait sens parce que c'est Dacascos qui amène ce truc-là. À partir du moment où il meurt, en fait, moi, je finis par me demander, mais en fait, c'était une idiotie ce personnage d'un côté ou d'un autre. Ouais. On Il apporte un truc qui finit par ne plus être cohérent à partir du moment où il n'est pas là, mais en même temps, sa mort, elle est nécessaire pour que le personnage de Le Bihan puisse avoir un arc narratif. En fait. C'est-à-dire qu'avant 1h30 de film, Le Bihan, il sert à que dalle. Hein. C'est Dacascos qui tape tout le monde, et puis Le Bihan, il a son air ahuri, là, avec. Et en fait, tu as l'impression qu'il a presque, en fait, finalement, représenté la schizophrénie de son film, en fait, en un seul héros qu'il a coupé en deux, en fait. Ouais, complètement. Ça, sur ça, je suis d'accord. Je dirais pas autant qu'il sert à rien ce personnage, parce que bon, après, l'intrigue, Oui, bien sûr. bon, bien sûr, elle passe par son biais. On découvre, il arrive dans ce pays, dans le pays du Gévaudan. On découvre tout, c'est un Parisien et puis un peu libertin, et il découvre un peu comment ça se passe ici. Il se joue un peu de justement avec la scène avec le poisson, euh, le poisson empaillé. Ouais, et il leur, Et ce que je veux il dire, leur c'est fait qu'il croire. aurait pu faire exactement la même chose avec un seul personnage, en fait. Ah, oui, mais je pense que c'est justement intéressant cette cassure, parce que même la façon dont après il combat le personnage sur la scène où il pète un câble, ce qui m'a frappé un peu la dernière vision que j'ai eue, c'est que là on n'est plus trop dans l'esthétisation, d'ailleurs, que je trouve qui a ses limites. Moi j'ai quelques problèmes avec les ralentis accélérés à outrance. Il y a certains ralentis qui passent super bien. Des fois ça marche, des fois ça marche pas du tout. Les ralentis accélérés sur les scènes de Marc Dacascos. Ouais. Et là, du coup, on arrive à une scène hyper sèche avec, du coup, je sais pas si c'est Le Bihan ou sa doublure, sachant qu'il s'est pas mal entraîné aussi pour le rôle, où on a une scène hyper sèche et bien violente, et ça casse un peu avec cette esthétique qu'il avait avancé jusqu'à avant. C'est aussi pour ça qu'il avait. On rappelle que la première scène de combat, donc, ou dans la version cinéma, c'est Marc Dacascos qui pète la gueule à la bande de brigands. Normalement, c'était Dacascos leur pète la gueule, ensuite Le Bihan descend du cheval et leur pète la gueule, et ensuite les deux leur pètent la gueule en duo. Là, elle est intéressante quand même, cette scène, et elle est sur la version longue, sur le DVD et tout, on peut la trouver. Ça, c'était assez intéressant. Ce qu'on retrouvait après, après la mort de Mani, et du coup, Le Bihan qui se retrouve sans homme de main, entre guillemets, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, des deux, le plus barbare, c'est Samuel Le Bihan. Le plus taré des deux, c'est Samuel Le Bihan. Qui a peut-être. Après, c'est tout des choses qui, pour moi, sont liées à de l'évocation, mais on peut s'imaginer que justement, le personnage de Fronsac, c'est un mec qui s'est guéri au contact des Indiens, justement. Là où elle était excellente, ton analogie par rapport au personnage de Cassel. Moi, j'avais pas vraiment fait le lien entre les deux personnages, mais effectivement, là où l'un, son voyage à l'étranger, en terres étrangères, l'a détruit, l'autre l'a reconstruit. Mais Ouais. c'est quand même toujours, derrière ça, c'est toujours un psychopathe, quoi, quand même, Samuel Le Bihan.
Et ça, je trouve ça assez intéressant comme c'est distillé dans le film. Maintenant, Et il y a ouais. juste une petite chose que je voulais ajouter, c'est que euh, Gans en interview, je me rappelle d'une interview de lui que j'ai pas retrouvée depuis, mais où il parlait notamment du cinéma de genre en France, et il disait, mais en France, les gens croient que d'un coup, on va avoir droit à un John Carpenter ou à quelque chose de cet ordre-là. Le truc, c'est qu'un John Carpenter arrive par étapes. C'est par étapes, par différents mouvements et une industrie qui mute et qui évolue, qu'on arrive à des personnages comme ça et à des films comme ça. Je pense C'est pas comme que... les arts martiaux, c'est de l'entraînement. Ça n'existe pas d'un coup comme ça. On a trop là. C'est un peu ça, c'est un peu judéo-chrétien. Le Messie va arriver. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut des étapes. Voilà, exactement. Et Gans, je pense pas que ce soit un mec, étonnamment, hein, même si des fois quand on l'entend parler, on peut lui trouver un air hautain et prétentieux et voire un gros con. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est quelqu'un d'assez humble dans sa manière d'aborder son métier. C'est que lui ne se considérait pas comme autre chose qu'une étape pour mener à va savoir quoi. Et ça, je le retrouve à travers son film, c'est-à-dire à travers cette cassure dont tu parlais, Jonathan. C'est qu'à un moment, il accepte de péter les plombs et de laisser son film partir complètement en vrille. Pour le meilleur et pour le pire, on est bien d'accord là-dessus, parce que ça peut Mais tout complètement à nous, fait. nous éjecter du film, mais quelque part, il se l'autorise. Tu vois, il s'est pas donné de mission divine par rapport au cinéma français. Il s'est dit, moi j'ai envie de faire ça et je vais le faire. Et ça par contre, c'est limite, parce que moi je pense que le film aurait gagné à avoir une demi-heure en moins, une bonne demi-heure en moins, être plus serré, plus concis, virer certaines petites sous-intrigues à la con et à être plus direct. Alors bon, je vais pas commencer à expliquer à Christophe Gans comment il doit faire son métier. Je suis bien content qu'il ait fait son film tel qu'il est, mais je pense que le film aurait pu beaucoup gagner à ça, parce que justement ce switch qu'il y a après la mort de Manny, il peut être difficile à encaisser. Et peut-être plus aujourd'hui qu'à l'époque d'ailleurs. Ben, du coup, il y a deux choses. J'espère que. Moi, ben, ce qui est hyper intéressant dans ce que Jonathan a dit et qui m'a amené à réfléchir, effectivement, ce film bat en couille. Ça me rappelle un peu ce qu'une fois Jet Li a dit. Ben, du coup, on arrive à faire une sorte de boucle avec le magazine HK. Jet Li qui était fatigué de faire des films occidentaux où, du coup, eux, c'est des Asiatiques qui venaient faire des films de combat. Ils faisaient des films où ils cassaient des gueules. Ils faisaient des films où ils cassaient des gueules, ils en avaient marre un peu. Ils disaient non, moi, quand je fais des films à Hong Kong, le combat, c'est jamais gratuit pour venir péter des tronches, etc. Non, il y a tout un truc derrière et je fais pas des films pour ça, en fait. Sachant que Jet Li, ben, le bouddhiste convaincu, etc. Je sais pas si vous êtes un peu au courant un Oui. peu ben, de sa vie. En tout cas, c'est un mec qui est pas forcément pro-violence, qui doit avoir ce truc en lui de se dire à la fois il fait des films où c'est un héros défenseur et à la fois sa nature bouddhiste fait que pourquoi on se bat, il doit avoir un certain discernement qui est assez intéressant ce mec. Et, euh, et donc en même temps, je trouve que en revenant sur le film de genre et en développant ce que Jonathan avait dit, c'était que là on arrive avec ce côté de film de genre où on est tellement pressé de, comme dans le documentaire qui est sur YouTube qui s'appelle Viande d'origine française, où on a tellement envie de faire du film de genre que c'est comme si il y a un mec qui sort cette analogie qui est hyper drôle, c'est comme si tu vois une meuf super mignonne d'un coup et tu sais que tu la reverras jamais et d'un coup tu lâches tout, tu prends pas le temps de lui faire l'amour bien comme il faut, mais d'un coup t'es un mec déchaîné qui fait n'importe quoi. Ça, c'est les mecs Et d'à l'intérieur, je pense, qui ont fait cette je crois analogie. que c'était Ouais, ça, ouais, 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 ils je suis étaient pas deux. étonné. Je suis pas étonné. Et du coup, ouais, il y a cette accélération un peu qui est à la fin et bon, qui est à la fois jouissif et De puceaux, en qui est fait, c'est des puceaux. un peu, ouais. Il y a ce côté, bah ouais, c'est un peu ça. Et c'est pas complètement dégueulasse. C'est pas parce qu'en plus là, bon, bah, j'ai là vu la date à laquelle on enregistre le podcast. Bah là, on est combien? On est le 2 3. De... Ouais, donc bon, bah j'ai essayé de revoir Avengers 3. Désolé Marvel, on va encore taper sur vos doigts. J'ai essayé de les revoir, j'ai essayé de revoir ce film
Et j'ai essayé en 4 fois, j'arrive pas. C'est que de la casse, c'est du. En fait, c'est on lui casse la gueule où on va là-bas. Y a qui comme copain pour lui casser la gueule? On va là-bas. Et putain, tu vas à côté un tueur où les mecs ils se bastonnent pas pour rien, quoi. Ils se bastonnent pas pour rien. Et j'ai l'impression qu'il y a cette division entre Occident et Orient où de faire ce kiff comme on aime, des scènes de combat un peu inspirées de la Japanime, de l'Orient. Comment on arrive à les caser où c'est plus ou moins digéré d'une certaine façon depuis, comme tu parlais, Mathieu, c'est digéré depuis beaucoup plus longtemps, depuis même, on va dire même la culture du samouraï. Au bout d'un moment, la culture du samouraï, historiquement, quand on s'y penche, on sait que c'est une culture qui est plutôt fausse. C'était pas des mecs, c'était pas des bons samaritains. C'était des mecs qui testaient leur katana sur des villageois, etc. Et, euh, et nous, en France, d'un coup, on a accès à tout ça, on a accès à tout ce savoir, enfin en France, en Occident, à tout ce savoir et à toutes ces choses visuellement qui nous intéressent, qu'on a envie de mettre en image, et ça devient plus que de la casse et de la destruction. Et je pense que c'est ce qui se retrouve un peu à la fin du Pack des loups, même si je pense qu'il faut mettre tout de même un peu en, comment dire, je vais mettre un peu entre parenthèses ce que j'ai dit, parce que quand même, il y a un cheminement qui ramène à la résurrection de Samuel Le Bihan à la fin du film. Y avait un truc qui m'avait pété à la gueule la dernière fois que je l'ai vu, et je trouve que là, ça n'a pas été assez bien montré au début du film, enfin au début, la première fois que je les ai vus. C'est que si vous vous rappelez, le combat de fin se passe, et ça montre enfin, le côté français que Christophe Gans veut justement ramener dans le film, ça se passe dans des ruines d'un temple, d'un château cathare, il me semble, le combat de fin. Oui, c'est un truc de Templier, là. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais, pardon, de Templier. Ouais. Et on voit, il y a la scène où il y a Marc Dacos qui arrive et puis il dit je vois des morts ici. Il y a eu des morts ici, un truc comme ça. Et puis il y a Le Bihan, il fait J'aime bien arrête, l'accent, Mani. ça. J'ai essayé, j'ai trop vu ce film. Il y a Samuel Le Bihan qui dit arrête, Mani, tu vas pas recommencer. Et à la fin, justement, il y a Samuel Le Bihan, après sa résurrection, qui réapparaît ici. Et les Templiers, ça a un certain sens par rapport à ce dont on discutait tout à l'heure, qui était que c'est quand même des mecs qui sont venus avec un pouvoir alternatif à l'Église et qui, d'un coup, on va dire, bon, on va les éclater, ces mecs, parce que ils sont en train de nous prendre notre pouvoir, un peu comme ce qu'on parlait au début de la discussion sur le cinéma français et comment, on va dire, on confisque plus ou moins les imaginaires. Comment dire, le genre, on le veut pas parce qu'on le confisque. Donc voilà, c'était un peu Et le oui. développement. Bah, ce qui est. Putain, pardon, Jonathan, t'as des trucs à dire sûrement. Et putain, Non, non, non. putain, j'ai Non, non, l'impression. Bah, c'est intéressant, c'est elle est vachement intéressante en tout cas ta lecture, Moussa, par rapport à tout ça, parce que effectivement, par rapport à l'intrigue, on rappelle que en gros le pacte des loups, donc le groupement de tous ces nobles de Lozère, enfin du Gévaudan, a pour but de faire un rappel à l'ordre au roi, qui est de plus en plus attiré par les Lumières, pour le ramener vers la religion. Et du coup, si je suis ce que tu me dis, le Bihan serait l'incarnation des Templiers qui se sont déjà fait éclater par ces gars-là, pour venir un peu se venger, quoi. Sans parler forcément que ça soit son incarnation, en tout cas, ça a une résonance parce Symbolique, que voilà, incarnation, voilà, voilà, symboliquement. ça a une certaine résonance. En tout cas, il y a un parallèle, je pense, qui est pas. On le revoit 2 fois ce décor, donc c'est pas fait pour rien, c'est sûr. Mais symboliquement, il y a quelque chose qui est raconté clairement, et c'est assez drôle et c'est pour ça qu'au début, je parlais de. Il était une fois la Révolution, enfin même plus il était une fois en Amérique, et même enfin la trilogie il était une fois de Léon. Et puis ce côté foutraque de Tuark, et du coup, ça crée une sorte de schizophrénie qui fait pas forcément du bien au film et à notre façon de voir des films. On se dit, bon, où est-ce qu'il se place Gantz dans tout ça? Parce que c'est un peu des choses qui sont presque antinomiques, comme on est à chaque fois entre l'ancien loup, l'ancien avec les anciens acteurs français. On a Jean-Yann, on a toute cette nouvelle. Comment dire, on a la nouvelle guerre qui arrive, comme tu disais, Jonathan, Emily Dequesne qui est là. On a aussi à chaque fois qui est intéressant, cette dichotomie entre la superstition
Et la fantaisie à la fois, le film de genre, clairement, c'est des images évocatrices et c'est des images qui ont plus attrait à la mythologie. Et en même temps, c'est un film qui dénonce les superstitions que justement que ces nobles manipulent pour pouvoir manipuler un peu l'opinion publique. Et cette dichotomie et cette schizophrénie, je trouve que c'est même un élément hyper intéressant du film. Voilà. Je suis plutôt d'accord avec tout ça. Et du coup, Ouais, ouais, ouais. moi, ça va me permettre de rebondir avec toi, Jonathan, parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que toutes ces intentions, qu'on les décode ou pas, hein, moi, tu me donnes plein de pistes pour revoir le film, Moussa, je t'en remercie. Mais à côté, moi, je sais que mon plaisir lambda de spectateur, pas qui éteint son cerveau, mais qui va simplement voir un film, si ensuite je dois creuser dedans, ben je creuserai dedans. Il est un peu coupé par certains problèmes du film qui me pètent à la gueule, qui me gâchent le plaisir, entre guillemets. Pour moi, c'est flagrant sur le Pacte des loups, sur certaines scènes, comme je disais, ben, plus ou moins chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, les mecs. Et ça a atteint des sommets avec La Belle et la Bête, quoi, hein, qui j'imagine a probablement autant de bonnes intentions que le Pacte des loups, mais Ouais. qui, dès que les gars ouvrent la bouche, c'est un cauchemar. Donc, je sais que toi, Jonathan, sans être un détracteur du film, en tout cas, c'est un film qui te pose problème, le Pacte des loups. Enfin, de toute façon, enfin, moi, pour moi, le problème, en fait, c'est que j'entends ce que Moussa dit, par exemple, et ce que tu dis, et j'ai une tendance à être d'accord, en fait, mais ça, pour moi, ça reste du domaine de l'intention, en fait. Donc, je suis d'accord, je le vois dans l'intention, mais en fait, pour moi, ça ressort jamais dans le film. Je vois jamais, quand je vois le film, je vois jamais ces thématiques-là exploitées, en tout cas. J'en vois les intentions. Et même, je peux même imaginer Christophe Gans, parce que depuis que j'ai grandi, je l'ai entendu parler à plusieurs reprises, notamment de Carpenter, c'est toujours fascinant, etc. Mais j'ai l'impression de pouvoir l'entendre parler derrière ce qu'il dit, mais qui est quelque part dans la traduction, dans les images, dans la mise en scène. Et on sait très bien que, bien entendu, que les thématiques, enfin, quand on fait du cinéma, la thématique, elle ressort aussi par l'image. Et la mise en scène, bien sûr, est vecteur de sens. Mais en fait, tout ça, moi, je le retrouve pas dans le film. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un type qui part avec de très bonnes intentions, qui part même avec des idées qui sont là. Je le nie pas. Toutes les idées sur le cinéma, tout ça, je le vois quand Moussa le dit. Oui, je le comprends. Mais que, en fait, il y a un moment donné où, et finalement, ça se ressent aussi dans sa direction d'acteur, c'est que c'est un type qui finit par faire mumuse avec les trucs qu'il aime bien, en fait. Bah, c'est pas faux. Moi, écoute, je suis pas complètement, je suis pas en désaccord avec toi. Les acteurs disaient, je me rappelle, j'avais vu le film, j'ai quelques bribes, j'avais vu le film avec les commentaires des comédiens d'ailleurs qui étaient assez drôles, Samuel Le Bihan et Cassel. Et, euh, et il disait que Christophe Gans, il se cachait derrière la caméra. Il fallait qu'on le débusque, qu'il vienne nous parler parce qu'il avait peur. Et ça se ressent, quoi. Et Enfin, ça se ressent, tu vois. voilà. Des mecs comme Et Cassel, enfin, Cassel, des fois, il peut être très bon, des fois, il est mauvais, hein. Mais enfin, des fois, d'ailleurs, j'en parle à Mathieu, mais des fois, même, il est très bon dans une scène et mauvais dans la prochaine scène. Mais bon. Mais là, enfin, clairement, enfin, c'est un film où le type, il parlait pas à ses acteurs, c'est pas possible autrement. Et il y a plein de trucs qui ressortent pas. Moi, tous les trucs sur les profondeurs des personnages, etc., le problème, c'est que les mecs, ils sont tellement mauvais, c'est pas, j'arrive pas à voir ça, quoi. Il faut avoir presque le problème qu'on peut avoir, je pense, dans une vision directe du film, c'est que ça peut ne pas fonctionner là où quand tu as une attitude comment dire, de médecin légiste, un peu bah, la lecture qu'a eu Moussa, c'est un petit peu ça. C'est un moment, aller ouvrir le truc, une fois qu'il est posé, il est mort, il est à plat, tu l'ouvres et tu regardes ce que tu peux trouver et tu retrouves la cohérence du truc parce que mine de rien, je pense qu'il y a une Ouais, vraie cohérence dedans, en hein. fait, en fait, en fait, finalement, c'est Moussa le vrai Grégoire de Fronsac, en fait. C'est exact. Et c'est pour ça qu'il a non, aimé. mais Mais non, mais du coup, en plus, je trouve, franchement, autant je me mets. Après, c'est peut-être dans une vision plus globale du Cinoche. Il y a des choses que j'ai aimées dans ce film, d'autres qui passent
pas. Il y a un truc, par exemple, pour l'instant, on n'en a pas parlé tellement on est rentré dans le vif du sujet. Les choses, j'ai des vrais problèmes avec, c'est-à-dire le dévoilement de la bête. On était quasiment dans du Sleepy Hollow pendant tout le film, et d'un coup, on voit une bête en CGI dégueulasse qui dégaine et qui marche doucement dans l'obscurité, et en même temps éclairée assez pour qu'on la voie. Et tu dis non, mais ouais, non, ça me pose problème là, c'est pas beau, c'est moche. C'est 2001. Et du coup, C'est ouais, 2001. ouais, là c'était moche, là, vraiment. Et moi, non, mais c'était 2001, mais je pense que même au niveau du scénario, il y a un problème avec ce plan. J'arriverai pas vraiment à bien le retranscrire, mais il y a un plan super large, on la voit Et venir à tâtons. Tu vois, c'est même pas un plan de vue subjectif, mais après, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas moi qui vais expliquer la mise en scène avec Christophe Gans, mais c'est même pas un plan de point de vue subjectif de la bête qui avance, comme dans Jaws. Là, c'est un plan où on la voit, elle est moche. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et ça pose un problème. Moi, ça me pose un problème par rapport à l'histoire qui se raconte. Et il y a plein de choses comme ça dans ce film. Mais après, globalement, dans le film, en fait, il y a des choses que j'aime pas trop, d'autres qui me plaisent. Et en fait, c'est cette alchimie, je pense qu'elle est pas totalement, comment dire, il a pas réussi. J'ai pas l'alchimie qui ferait que je dirais que c'est un chef-d'œuvre. Mais il y a assez pour me dire que ce film-là, il y a plein de choses qui m'intéressent et que je prends du plaisir devant, quoi. Je suis assez d'accord. Après, bon, on dit 2001, 2001. Bon, 2001, c'était le Seigneur des Anneaux aussi. Hein. C'était le Au niveau Seigneur. des effets spéciaux. Eh oui, oui, non, mais c'est vrai qu'en plus, les apparitions de la on va bête, pas c'est déconner. souvent la nuit. C'est souvent la nuit. Et Jurassic Park, Bon, c'est 93. voilà, Ouais. exactement. Et voilà, Et pardon. il y a un problème, même avec pour moi, dans son design, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, mais c'est. Et puis là, du coup, c'est intéressant par rapport aux futurs podcasts, etc. Là, du coup, on parle de ce qui nous gêne et on va pas faire le film à cause du réalisateur. Mais clairement, ça, par rapport à toutes les choses positives ou pas que j'ai pu dire sur ce film, ça, je me demande qu'est-ce que c'est que ça par rapport à l'intention. C'est du mauvais goût, comme des fois chez Tsuar. C'est un pote qui m'a fait la remarque et ça m'a toujours fait rire. C'est Tsuar et puis chez Hideo Kojima aussi. Ben, du coup, de mec, à chaque fois, tu vas trouver toujours quelque chose. Hideo Kojima, qui est un concepteur de jeux vidéo, qui a fait la série des Metal Gear, tu vas toujours trouver un truc d'hyper mauvais goût qui ne marche pas avec ce que ça raconte. Mais tu te dis, bon, allez, c'est pas grave. Oui, Mais par contre, avec ce film-là, il y a des choses, effectivement, des fois de mauvais goût qui me. Pas quand je l'ai vu quand j'étais môme, 2001, j'étais assez jeune. Et puis j'ai tout pris et puis j'ai vraiment kiffé. Là, je kiffe quand même. Je fais bon, dommage, mais bon, je vais pas chipoter avec tout ce que je peux voir maintenant et vraiment du début à la fin, j'arrive pas à rentrer ni dans le processus créatif. Il y a rien qui m'intéresse. Là, du coup, cette faute de goût, je me dis bon, c'est pas grave, mais franchement, il y avait. On a tous vu Les Dents de la Mer ou bien d'autres films. Tu te dis putain, le mec avec sa cinéphilie, il aurait pu nous faire Après, des misères, quoi, quand même. en fait, peut-être que le problème, en fait, le vrai problème du film, en fait, c'est peut-être pas son mauvais goût, c'est peut-être son bon goût, en fait. Il est peut-être ça le problème, tu vois, quand tu vois un truc de. Bien d'accord, mais franchement, ça va quand même. Mauvais goût par rapport à tout le film, il s'en sort plutôt bien. Mais il aurait dû aller à fond peut-être là-dedans, justement, parce qu'on on retrouve certains éléments. Moi, ce que j'ai apprécié dedans, c'est que tu retrouves des éléments un peu comme dans The Blade. Tu vois, avec les espèces de souillons là, qui sont autour de la bête, qui sont un peu manipulés, qui font partie de cette espèce de culte. Cette espèce de culte un peu païen, dégueulasse autour de la bête là. Il y a la gitane qui est au milieu de ça. C'est aussi son délire sur les grands classiques anglais aussi. Hein. Gans, enfin l'imagerie qu'il invoque dans certains trucs, c'est les films de la Hammer, c'est les Sherlock Holmes avec Christopher Lee, tout ça aussi. Hein. Donc tu vois, ça se mélange dans tout ce truc-là et parfois en fait le mélange je le trouve assez indigeste en fait. Et tu vois, tu parlais de Gans qui parlait de John Carpenter, etc. Et bien sûr, c'est pas possible d'imaginer qu'on peut avoir un John Carpenter d'un coup et Carpenter c'est un type qui a quand même fait ses armes en faisant des courts-métrages, des petits films, Dark Star, tout ça. Mais moi ce qui me frappe quand même c'est que quand Carpenter il fait Assaut avec une fraction du budget de Gans sur le Pacte des loups, en fait moi ce qui me frappe c'est sa cohérence absolue et même dans son mauvais goût en fait.
Tu vois, et que moi, quand je vois Asso, je vois un mec qui va à fond, mais qui sacrifie pas la cohérence de son truc. C'est-à-dire que ça reste dans le western, ça reste des, des, des figures archétypales du western, ça reste, même si c'est assez respectueux de ses influences, etc. C'était un mec qui sans, sans jamais sacrifier son film ou laisser le spectateur pour faire des expériences visuelles comme Gans le fait par exemple des fois. Enfin encore que expérience visuelle. Si, il y en a quelques-unes pas hyper. Moi, je me rappelle le plan qui me dégoûte le plus de ce film. C'est le plan Il Roquefort. y a un plan. Je sais pas, moi, il y a un plan où dans l'idée, le plan pouvait être bien, mais il est hyper mal joué. C'est Samuel Le Bihan qui se mange un coup par la bête du Gévaudan. Et il y a un plan en caméra embarquée, on le voit partir au loin. Oh, et je fais merde, shit. Bah, C'est Pas bien, ouais. un plan qu'a ça, c'est repris pas bien. Del Toro dans le premier Hellboy quasiment. Enfin, Bah l'idée, oui, l'idée mais est la même en tout cas. Bah, il l'a voilà, pas mais repris. après le plan peut être bien. Ça dépend de ce qu'il y a dans ce plan. Et là, du coup, Il y a la tête de con de Samuel Le Disons Bihan. que bah voilà. Mais du coup, juste pour Pardon? ouais, ouais, je voulais juste rebondir sur un truc de Jonathan qui m'intéresse beaucoup là. Euh, du coup, tu parlais de Carpenter et puis de la mythologie du western, etc. avec Asso. Pour parler dans un truc un peu plus large et dans lequel ce film comment dire essaye de développer là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le cinéma de genre en France dans le fait d'invoquer, on va dire, des figures parce que du coup le western ça a une certaine cohérence dans l'histoire américaine et du coup quand on fait du genre c'est pas gratuit. Est-ce que nous en tant que Français on n'a pas une certaine gratuité à faire des films qui sont dans des genres qui ressemblent pas à la cinéphilie française et enfin même à l'histoire française? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, par rapport à ça? J'ai mon moi je avis, sais mais je laisse pas. Jonathan parler d'abord. Je Vois t'en les prie. Italiens, quelle raison ils avaient les Italiens de faire des westerns et par bien les aspects, je préfère les westerns italiens aux westerns américains pour plein de raisons hein, d'ailleurs. Après, je pense que en fait, justement, enfin, on a une histoire quand même riche en films de genre en France Ouais. avant la nouvelle vague. Et en fait, on a des gens qui ne puisent jamais dans cette histoire-là et qui préfèrent aller puiser justement, bah, comme Christophe Gans, dans le cinéma HK ou le cinéma américain, tout ça. Pourquoi pas hein, je suis pas contre. Je suis pas en train de dire qu'il faut le cinéma français doit rester en France, mais on a quand même une culture du genre et en fait on l'ignore pour essayer de faire concurrence aux Américains alors qu'on a eu quand même des très 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 grands films de genre. Après, je suis pas certain que ce soit ce que fait Gans, par exemple. J'ai une question par rapport à ça. En fait, c'est que juste, bon, on va dire, ben là, on arrive dans des questions qui sont un peu plus globales, sachant que, ben, enfin, vu l'historique que Mathieu nous avait fait au début du podcast, qui est du coup hyper intéressante sur Gantz, sa cinéphilie et comment, on va dire, bah, sa cinéphilie fait partie de sa vie. Est-ce que nous, en tant que Français, on est, comment dire, on est destiné, soit on est destiné à faire des films qui se renferment dans le genre français. En même temps, je joue au con là parce que tout à l'heure c'était pas ma question, elle était, je parlais proprement à la France. D'un côté, on aime certains genres cinématographiques qui se passent à travers le monde, Hong Kong, des gros pôles, c'est-à-dire l'Italie, Hong Kong, les États-Unis à un certain moment. Nous, on arrive en tant que Français avec quand même un folklore qui peut être propice à développer pas mal d'histoires, mais est-ce que, on va dire, cette synthèse de genre que Gantz a voulu opérer et qui n'a pas forcément marché, mais qui est quand même un point intéressant dans ce film-là, ben, comme je rappelle un peu, il a quand même parlé un peu de métissage dans son film et de comment métissage, la consanguinité, ça pouvait renfermer sur comment dire, sur un non-développement, on va dire, parce que bon là, je sais pas ce que vous pensez du cinéma français actuel. Bon voilà quoi. Et donc ce mec-là, il a fait cette tentative-là avec ce kiff-là de un peu trop de nerd, plus que de mecs qui voulaient pas assumer le cinéma français, parce que je pense qu'on n'a pas assumé quoi que ce soit. On se définit, bah après ça c'est la vie, ça, c'est ma façon de voir le monde. Il s'est plus défini par ce qu'il aimait
tout en allant vers un folklore qui fait partie de sa culture française. Et en même temps, il a failli bosser avec Kenji Kawai, ça a été un autre mec. Il y a Philippe Koch, il y a qui d'autre encore? Il y a comment dire, un monteur, un chef-op danois. Donc ça fait partie même du projet, on va dire, de vouloir ne pas forcément se limiter aux frontières françaises. Ben, ça, Sûr. je pense que en fait la limite de tout ça, c'est la direction qui choisit. Le problème pour moi, c'est pas une question d'aller dans le genre ou d'aller dans des choses qui sont inconnues au genre au cinéma français. Le problème, c'est quand ça part trop dans tous les sens, que c'est pas assez Ouais, rassemblé ouais. dans une direction et assez clair. Je pense Parce que... que, Vas-y, je t'en vas-y. prie. Non, je t'en prie. T'as des exemples opposés aussi, hein. Tu vois, je veux dire, quand je parle par exemple, de gens avec John Carpenter, et que je dis qu'il explore le western, c'est parce que, fondamentalement, c'est un type qui aime le western, comme Gans peut aimer le cinéma d'arts martiaux, etc. Sauf que je pense en fait, voilà, pour prendre un exemple opposé, tu as John McTiernan, par exemple. Enfin, John McTiernan, c'est un type qui dit constamment qu'il a appris le cinéma en regardant les 400 coups en boucle, quoi, tu vois, donc les films de Truffaut, de la Nouvelle Vague, etc. Sauf que son expertise, l'expertise qu'il extrait des films dont il s'inspire McTiernan, il la met d'abord au service de son histoire, par exemple, au service de sa mise en scène. Ce qu'il apprend par exemple, des films de la Nouvelle Vague, c'est par exemple à couper du mouvement sur du mouvement, des trucs comme ça. Ouais. Il l'applique propre, par exemple. Et moi, ça me fait mourir de rire à chaque fois quand je lis des trucs sur McTiernan, que McTiernan n'est pas considéré comme un génie parce que tu peux pas reconnaître son style. Mais moi, je vois un plan de McTiernan, je reconnais que c'est McTiernan. Je me souviens d'avoir vu sa pub pour le jeu d'Ubisoft avec le chat là, et le premier plan, le travelling avec euh, qui passe au travers de la scène avec cette espèce de jeu sur les parallaxes, etc. Enfin, moi, je reconnais le truc de McTiernan. Mais la différence, c'est que en fait, cet apport-là, je le trouve assimilé, en fait. Je vois pas Piège de cristal en me disant ah ouais, tiens, il a repris ça de Truffaut. Eh ben, ça c'est un truc sur lequel Quand tu je vois veux les films de rebondir. Gans, bah, tu vois directement, enfin, la scène d'ouverture du Pacte des loups, tu fais ah ouais, les Dents de la Mer. Mais Et après, ah ouais, John Woo. je Ah ouais, pense celui-là. que Gans s'est retrouvé confronté à ce problème. On est en France. Et je pense qu'il Ouais. s'est dit, ce film-là, je sais pas s'il va marcher ou pas. Eh ben, je vais tout mettre dedans. Je vais tout mettre. Sans, tu vois, se dire, je vais prendre le temps. Je vais y aller étape par étape. Je vais me limiter, tu vois. C'est ce qu'on discutait par rapport, toi, à tes propres films, Jonathan, qui faisait ça étape par étape, qui rajoutait des trucs au fur et à mesure. Gans, là, il a eu une occasion, il a eu 200 millions de francs sur la table, il a fait, allez, banco, je mets tout. C'est ce qui peut être très Après, intéressant et qui peut poser de gros problèmes. Et la faut suite, pas s'étonner malheureusement, de pas lui a avoir de deux... John Carpenter. Pardon? Faut pas s'étonner de pas avoir de John Carpenter en France. Ben oui, mais le problème ne vient pas seulement Il des est là. réalisateurs, et c'est le truc sur lequel moi je voulais rebondir, et dire que Gans a peut-être pas eu forcément tort, parce que derrière, il a quand même eu de sacrés projets, Gans. Il y avait Raon, il y a eu Fantomas aussi, qui a été discuté pendant un moment. Il y a, il y a Tu- eu Onimusha, putain, ça c'est pas fait, bordel, il y j'ai a envie eu de pleurer Onimusha, ça. il y a eu tous ces films avortés. Moi, c'était un truc dont je voulais parler, ben, justement, Studio Canal et Canal Plus Écriture, qui s'est transformé en Esquad, je crois, après, hein, c'est devenu Esquad. Où on retrouve d'ailleurs pas mal d'anciens de Starfix, vu que Boukrieff a été aussi produit par Esquad. Il me semble, peut-être que je suis en train de dire une énorme connerie, mais il me semble. En tout cas, Esquad, il se passait des choses assez sympas. Il y a eu le limogeage de Pierre Lescure à la tête de Canal+, et du coup, toute cette équipe de créatifs qui était authentiquement créatif, on peut reprocher ce qu'on veut à Canal+, à cette époque, la coke, le un peu trop, on s'en balèque, mais on peut pas leur enlever le fait qu'ils avaient de vraies ambitions créatives, qu'ils avaient vraiment envie de choses, et ça a été liquidé du jour au lendemain quasiment. Et tous ces projets-là ont eu beaucoup de mal à se monter. C'est-à-dire que si le pacte des Léou n'a pas eu de petits derrière, c'est aussi parce que ben, la mer a été stérilisée. Ouais. La matrice de tout ça a été stérilisée et derrière, pour faire ça, avec ces moyens, c'était plus possible.
Donc derrière, on s'est tapé les French Frayeurs et toutes ces chiasses là, et toute la merde qu'on se tape en non-stop, qui pourtant marche à l'étranger, parce que les mecs se disent, oh là là, les Français, ils peuvent tout se permettre, mettre des Ouais, mais, grosses... mais des- on en parlait l'autre jour de Old Boy et de la barrière de la langue, tu vois. Et moi, pour être en Angleterre, c'est vrai que ces films-là, ils passent super bien avec les Anglais. Waouh, c'est génial et tout. Mais en fait, moi, fondamentalement, en fait, et c'est le même problème qu'avec Gans, en fait. Donc ça n'a pas vraiment bougé. C'est que ces films-là, parce que Comment moi, ça? Old les Boy? histoires de budget, Old Boy? non, ouais, non, mais on en parlait de Old Boy, mais je parle Les des films Coréens, les français, tout ça, Coréens ouais. trouvent que c'est pourri au niveau du jeu. Voilà. Comment? Voilà, c'est ça. Les, Parce que les, enfin, nous, Désolé, ça j'ai ne eu nous une choque petite pas coupure. parce qu'on comprend pas. Euh, les Mais Coréens, la barrière de la langue, ça joue aussi beaucoup. Et si c'est vrai que ces films-là elles passent tout seuls, moi, quand je les vois, enfin, c'est atroce. Ah ben, Routière, à l'intérieur, tout ça, mais c'est pas possible. Et c'est pas des histoires de budget. Enfin, tu vois, on a quand même eu des mecs qui ont fait des films, pas juste aux États-Unis d'ailleurs, avec rien et qui ont réussi à faire des trucs. Enfin géniaux quoi et là enfin moi le premier signe d'un truc qui va pas moi c'est quand les acteurs sont à chier quoi et on a des bons acteurs en France. mais, bah oui, oui. oui, mais pas habitués Oui. à un certain cinéma, à une certaine manière d'être Ah oui devant mais la bon caméra, à une certaine Bah esthétique. ouais, voilà. Voilà, moi franchement, bah, ce que dit Mathieu, tout à l'heure, je jouais, enfin, je jouais pas au con du tout, j'étais hyper intéressé par votre avis sur ça, mais moi Un, je pense, un peu moins près du micro, un tout petit peu moins près du micro, Mousse. ah, désolé, Il n'y a pas de mal. je pensais que j'étais un peu loin. Non, Donc, t'inquiète. ouais, du coup, moi, une impression que j'ai par rapport au genre français, et c'est pour ça que je parlais des ricains, quand même, quand on parle des ricains, on parle quand même de gens qui ont une histoire très jeune, qui ont bah, leurs super-héros, les super-héros, c'est leur mythologie. Du coup, nous, avec tout le recul qu'on a sur l'histoire, ben, du coup, justement, pour revenir sur le pacte des loups, et ça parle un peu de ça, ce film-là. Tout le recul qu'on a sur l'histoire, sur les superstitions, sur la façon dont les mythes sont créés, etc. Est-ce que nous, sur le cinéma de genre, on n'a pas un problème sur le fait que bah, dans un pays, on va dire, je vais pas dire aussi normé, mais c'est, comment dire, il y a un côté où c'est très plat. Le cinéma de genre, ça a beaucoup de rapport avec tout ce qui est viscéral. Et en France, vu qu'on est un pays qui est, comment dire, qui aime bien se dire, ouais, on est un pays hyper intellectuel, on est très fier de dire ça. Enfin, pas Bah, forcément cérébral, il nous. suffit de voir les Ouais, analyses des voilà, journalistes français. c'est ça, c'est ça. Et du coup, à côté, avec cette perpétuation de cette façon de voir les choses, à quel moment le cinéma de genre peut comment dire, bien se perpétuer vu qu'on est tout le temps dans ces grilles de lecture là où on a toujours, et moi y compris, et ma façon de voir des films de Gantz que je peux kiffer, on aime bien ça, et d'ailleurs il y a pas mal d'auteurs qui parlent de ça, qui disent je suis hyper surpris, bah même Carpenter, je suis hyper surpris ici on parle de moi comme un auteur, aux États-Unis comme si, et à un autre endroit comme ça, j'ai oublié exactement les termes. Mais effectivement, vu qu'on aime bien, nous, en tant qu'intellectuels, bien comprendre comment dire, les mécanismes bien, etc., qui se déroulent dans la mise en scène de blablabla, et qu'on n'est plus dans le kiff directement, euh, à quel moment ça ne met pas de limite sur des jeunes cinéastes qui sont complètement bloqués sur le fait d'avoir des messages à dire dans des films de genre et de plus être connectés à la viscéralité parce que aussi on a des modes de vie qui ne sont enfin je dis pas Dieu merci, on n'est pas à des tueries de je ne sais combien de fois par jour comme aux États-Unis, même si c'est pas que ça les États-Unis, mais il y a une grande propension qui est différente à la violence. Il suffit de voir le code sur la légitime défense. Du coup, je pense qu'il y a des notions à la viscéralité qui sont complètement différentes. Et puis les Asiatiques, c'est encore autre chose parce que en Asie, la culture martiale, c'est hyper intégré, on va dire, c'est dans la culture. Et c'est clairement vite, il suffit de voir un Wuxiapian pour voir que clairement que des mecs qui volent avec des câbles, c'est un délire. On kiffe ça parce que c'est mortel, c'est magnifié. Nous en France, on va dire putain, ça fait chier. Enfin, je caricature parce que j'entends beaucoup ce discours. Putain, j'en ai marre des gens qui volent. Mais il suffit de voir, les mecs, c'est des experts en arts martiaux. Ils savent très bien qu'en accrochant des mecs à des câbles,
c'est pour un effet, pour que ça soit sympa à voir, cette esthétique. Je sais pas si vous voyez tout le cheminement là. Si, moi Ouais. mais c'est en train, moi je suis ni quelqu'un d'optimiste ni quelqu'un de pessimiste, je suis quelqu'un d'assez, je pense réaliste. Je crois qu'il suffirait juste que ça sorte un petit peu les doigts pour que ça change ça en France, parce qu'il y a toute une génération de gens qui ont grandi du coup avec ces films d'arts martiaux, avec cette culture qui venait de partout. Je veux dire, on est quand même beaucoup, nous, entre l'Asie et l'Amérique. C'est les deux cultures qui ont le plus d'impact sur notre génération, si je dis pas trop de conneries non plus, il me semble. Du coup, ça commence à être... c'est là, en fait. Et il suffirait juste de deux trois coups de pouce et de deux trois personnes qui se sortent les doigts pour que ça ressorte vraiment. Et sans être complètement dans le cérébral, ni complètement dans le... On lâche des caisses dans son bas en mousse, quoi. On est bien d'accord. Donc, Bah, c'est... il y a aussi la problématique de comment on considère l'écriture en France aussi. Merci, Parce que, merci Joe. Merci Jonathan, complètement d'accord. Ouais. oui, tu vois, enfin, tu le vois hein, d'ailleurs, hein, tu as l'impression quand même quand tu regardes la majeure partie des films de genre français que c'est en fait ils ont pris le premier jet et ils en sont restés à ça en fait. Tu vois, en fait, t'as des dialogues, on en est encore, tu vois, quand je vois les films d'Olivier Marchal par exemple, t'as l'impression qu'il continue de se prendre pour Jacques Prévert alors que Ah, t'as un problème avec Marshall, toi, hein. Alors qu'il regarde Michael Mann. Ouais, exactement. Tu vois, mais je pense qu'en fait, fondamentalement, enfin, en tout cas, il y avait, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait un respect du scénario. Tu vois, par exemple, tu avais Billy Wilder hein, qui disait que le plus important c'était le scénario hein, dans le cinéma américain. Tu as un respect du scénario dans la vision du processus créatif d'un film, dans la majeure partie des pays qui font du cinéma que moi personnellement je trouve intéressant, qui est pas qui est pas un acquis en France. Enfin, la France, c'est quand même le pays de Jean-Luc Godard, tu vois, et on peut aimer ou pas aimer Godard, mais on peut pas lui enlever l'impact qu'il a eu sur le cinéma français. Et Godard, c'était un type qui tournait souvent son scénario. Enfin, il en avait rien à foutre. Hein. Et je pense Moi, que quelque part, c'est resté. Tu vois, mais je suis pas complètement d'accord. Et c'est intéressant du coup. Mais je suis pas complètement d'accord avec toi parce qu'en rematant des films de Troy Hark, comme on parlait depuis tout à l'heure, en évoquant Christophe Gans, j'ai pas l'impression que quand je mate un Troy Hark, malgré l'inventivité aussi du scénario, parce que pour nous occidentales, ça va être de l'inventivité de scénario. Je sais pas exactement comment c'est perçu en Orient, mais t'as l'impression que c'est de plus en c'est marrant à chaque fois que je mate des films de Treyarch, je repense à la chaîne YouTube qui s'appelle Every Frame a Painting. Et j'ai l'impression que chaque image qui nous est balancée par Treyarch, le scénario c'est qu'un prétexte, bien mais sûr. que Mais tout ce qui se bien passe entendu, comme événement, je mange comme un peu comme je pouvais quand on mate des contes de fées, quand on lit des contes de fées, ou bien quand on lit des textes, comment dire, des textes fondateurs de civilisation, etc. et conneries. C'est c'est euh, c'est d'abord l'évocation de ces images, et j'ai l'impression que que nous on est à la fois le pack des loups surtout, parce que en France je sais pas où est-ce qu'on est, franchement. À la fois je trouve qu'on n'a pas l'efficacité américaine, et on n'a pas de choses intéressantes visuellement comme dans d'autres pays, donc je sais pas qu'est-ce qui nous intéresse à faire du cinéma ici, hein. franchement. Non, Mais mais bien sûr, après, je défends pas le scénario comme une espèce de bible implacable, etc. Bien sûr qu'il ah y a oui, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'était un peu une question en fait. C'était des du coup. exceptions. Et par exemple, un mec comme Tsuyark, de toute façon, enfin, c'est un génie formel. C'est comme John Woo. Hein. John Woo, il travaillait souvent aussi, ils écrivaient la nuit et puis ils filmaient le jour, tu vois. Mais je pense que finalement, enfin, surtout avec le film de genre, en fait, c'est une attitude plutôt Oui. qu'une sorte de respect du scénario. C'est une attitude vis-à-vis de l'écriture et qui se transforme aussi en attitude vis-à-vis des structures narratives et des conventions narratives. Et c'est le problème, c'est ça, c'est que le genre, c'est ça, c'est des conventions narratives.
et que approcher le genre en se disant ouais, moi de toute façon je vais exploser les conventions narratives, bah ouais mec, mais avant de les exploser, faut les connaître et il faut les maîtriser. Et ça pour moi c'est toujours une problématique du genre français. C'est qu'il y a cette espèce d'attitude. On s'approche du genre en disant bon, c'est pas voilà. Je t'entends complètement, Jonathan. Je suis bien d'accord avec toi. L'idée du scénario, mais moi je suis d'accord avec ce que tu disais, Jonathan, par rapport au scénario. Je pense que c'est très important et on peut même avoir un scénario prétexte, mais il suffit qu'il soit bien construit. Oui, De toute façon, c'est juste sur ça que ça repose. Qu'il soit prétexte, qu'il ait des trous et tout ça, on s'en tape en fait, parce que derrière on a tout le visuel qui va combler ça. Quand tu vois The Blade, par exemple, tu parlais de Suyark et tout, mais quand tu vois The Blade, bien sûr, c'est une expérience sensorielle extraordinaire, mais c'est aussi un film d'une cohérence absolue dans les thématiques et qui reprend en plus justement, ça c'est intéressant par rapport au Pacte des loups parce que ça reprend quand même une mythologie asiatique, pas totalement asiatique, mais que les Asiatiques aiment beaucoup, c'est-à-dire le sabre manchot, tout ça. Ça le fait, tu vois, il y a des concepts qui sont explorés dans The Blade que je trouve que c'est pas été quelque part pensé, tu vois. Moi, c'est ça que je dis. C'est pas forcément que ce soit écrit noir sur blanc, mais il faut que ce soit pensé. Il faut que ce soit pensé en termes, justement, en termes structurels, en termes scénaristiques, en termes de cohérence thématique. Et dans The Blade, enfin, t'as quand même toute la scène dont on se rappelle tous, c'est la scène de l'entraînement et tout. Et le type, il te fait un film viscéral, enfin, dans lequel, quand même, pour pouvoir compléter sa transformation, le héros passe par le feu, la terre, l'eau, enfin, tous les éléments, etc. Et moi, ça, je trouve ça génial. Et ça peut être, après, ça peut être la folie que tu veux, mais il y a une cohérence que moi, je retrouve pas dans le cinéma de genre français. De façon hyper intéressante et qui va un tout petit peu vers ce qui m'interpellait. Et en plus, c'est assez drôle parce que regarde les prochains films de Troy Ark, j'étais en train de penser à Detective D. Detective D, le premier, ça se passe, l'élément c'est le feu. Je sais pas si tu te rappelles, donc il y a tous ces éléments de combustion spontanée. Le deuxième c'est l'eau. Le troisième apparemment c'est le ciel parce que c'est je sais pas quoi Heavenly Kings. Les rois célestes, ouais. Donc les rois célestes, donc le ciel. Apparemment, s'il fait un quatrième, ce sera la terre. Donc, dans un certain sens, moi, c'est ça que je dis. C'est pas, je suis pas en train d'essayer de resacraliser le scénario. Je dis juste que... Non, du tout, ouais. Mais en fait, c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est que si tu parles de ça, c'est que dans un certain sens, l'Asie ou les États-Unis, ils vont reprendre, on va dire, certaines choses fondatrices dans leur façon de voir la culture et le monde, qui vont servir à raconter leurs histoires. Et je me pose la question, à quel point, on va dire, en France, on arrive à ressaisir, et le Pacte des loups, c'est hyper intéressant par rapport à tout ça, ressaisir, on va dire, des mythes fondateurs ou bien des façons fondatrices de voir le monde. Et c'est pas pour rien qu'on voit pas mal de crucifix dans ce film, pour pouvoir, on va dire, recréer et revigorer des histoires pour pouvoir raconter de nouveaux types d'histoires par rapport à notre histoire française. Bon, moi qui suis fils d'immigrés, mais je considère que je fais partie de l'histoire française, et justement à quel point on peut comment dire, créer de nouvelles histoires avec tous ces nouveaux éléments qui s'y incorporent, ou bien même parce que bon, Stuart en parlait dans les DVD de The Blade, il parlait à quel point le film la dernière tentation du Christ de Scorsese l'avait influencé pour faire The Blade. Et quand tu écoutes la BO de The Blade et celle de la dernière tentation du Christ, composée par Peter Gabriel, tu sens à quel point ça s'entend en fait. Tu sens que ça l'a intéressé pour raconter un wuxia qui était un wuxia pian, un film de sabre, qui avait rien à voir. Ou bien même tu regardes dans les costumes, tu vois dans les costumes, tu vois tout ce côté un peu oriental, mais du coup oriental plutôt arabisant, qui apparaît dans ce film-là. Et c'est hyper intéressant de savoir comment on va pouvoir comment dire, transformer des choses qui ont déjà été faites pour faire de nouvelles formes. Et j'ai l'impression qu'on n'est même pas à ce niveau-là en France, quoi. Et ça fait partie du problème, c'est que justement en France, on est déjà convaincu d'avoir transformé. Et donc on part du principe qu'en fait le travail est déjà fait.
Et tu vois, c'est ça la logique dont je parle avec Godard, par exemple. Hein. C'était ça la nouvelle vague. C'était aussi pour pouvoir exister finalement quelque part la nouvelle vague, ils ont été obligés de tuer l'ancienne garde française. Et en fait, je pense que fondamentalement, et c'est intéressant parce que du coup on se rejoint là-dessus, je pense que si le cinéma de genre français veut pouvoir continuer à exister, il va falloir qu'il recommence à puiser dans le registre, en tout cas, enfin dans les origines du cinéma de genre français, plutôt que de se laisser nécroser par les influences de la nouvelle vague. Après, c'est difficile parce que la nouvelle vague a influencé littéralement le système de pensée français quand on pense au cinéma. C'est aujourd'hui, enfin, la manière dont on produit des films. Et ils ont laissé un vide abyssal dans le domaine du film de genre qui est rempli par des, enfin, c'est nul quoi. Et puis ça ne voyage même pas en dehors de la France. Tu vois, enfin, ça c'est un symptôme pour moi aussi. Hein. C'est-à-dire que moi je vis plus en France depuis 11 ans. Je vois quasiment plus de films français. Les films français ne s'exportent pas. Et je pense que les Français font des films qui ne s'exportent pas et que c'est peut-être un des seuls pays du monde. Enfin, on voit des trucs enfin, obscurs, des trucs. Enfin, tu penserais même pas pouvoir voir ça un jour, mais les films français ne sortent pas ici. Et pourtant, on en voit des films. J'en doute pas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose. Ça veut dire que quelque part, j'ai cette idée que finalement le genre justement, enfin comme on en parlait tout à l'heure, c'est comme si une convention narrative. J'en discutais avec mon frangin hier, justement, des histoires de mythologie, etc., qui sont finalement aussi des conventions narratives. Et ces conventions narratives-là, elles ont quand même un but assez précis, c'est d'ouvrir des portes au public en fait. C'est-à-dire qu'une fois, à partir du moment où on a des conventions narratives, c'est-à-dire que le public sait sait à quoi s'attendre et c'est pour ça que je pense que le genre en fait transcende fondamentalement la culture, mais qu'en France on a beaucoup de mal. Et justement donc là, kudos à Gans en fait. Hein. C'est-à-dire que fondamentalement c'est ce qu'il a essayé de faire, mais il a essayé d'utiliser le genre pour transcender cette espèce d'identité culturelle française. Il a essayé de faire un Big Bang. Enfin, il a essayé peut-être inconsciemment. Je pense qu'il a essayé de faire un Big Bang un peu en France. Moi, je pense que le gros problème, c'est qu'il n'y ait pas eu de suite derrière et que ça n'ait pas suivi au niveau des investisseurs et des créatifs. Parce que c'est pas que les investisseurs. Effectivement, comme tu disais, moi, le problème que je peux avoir avec certains gars qui sont dans le ciné de genre aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tout révolutionner ou alors complètement se mettre à plat ventre devant leurs influences. Et ça, c'est problématique. C'est une histoire d'équilibre. On Oui. parlait de Carpenter tout à l'heure. Quand tu vois Asso, tu comprends très bien l'influence d'Howard Hawks, mais en même temps, tu commences à voir Carpenter. Enfin, tu commences pas, tu vois Carpenter. Tu le vois. Voilà. C'est ça, mais je te rejoins complètement, j'ai l'attention. Complètement. Ah, on est arrivé à tous être d'accord au bout d'1h20 de podcast, parce que les gars, on en est à 1h20 hein, quand même. Oui, et je surveille l'heure depuis tout à l'heure, effectivement. Ça y est, il va se faire engueuler en rentrant, Jonathan. On a quand même pas trop mal. On a parlé de plein de trucs. On a dit beaucoup de fois de Choi Ark. Vous remarquez quand même que, parce que on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu grâce à notre cher Christopher Gans qu'on a pu avoir accès à tous ces films. On lui est tous reconnaissants là-dessus. Là, il n'y a pas de problème. Et moi, fondamentalement, en fait, peut-être même mon plus gros problème, c'est que si je dois passer 2h30 à regarder le Pacte des loups, en fait, je préférais passer 2h30 à écouter Christophe Gans. En fait. je crois qu'on est un peu d'accord là-dessus, même si moi, je suis content parce que moi, quand je l'ai revu, c'est vrai que vous avez vu aujourd'hui, j'ai laissé la parole à tout le monde plus que d'habitude, j'ai fermé ma gueule. Moi j'étais content parce que en revoyant le Pacte des loups, moi c'est le côté animiste qui m'a sauté à la gueule, dont je m'étais pas bien rendu compte à l'époque et qui m'a vachement parlé. Qui passe aussi notamment énormément par Mani et qui disparaît un petit peu avec lui. Le côté quoi ? Le côté animiste. Du film où justement il y a tout ce moment où t'as Mani qui est au repas et qui donne un animal pour chacun des gars et tout ça,
qui donne le serpent, je crois, pour Jérémy Régnier, et où tous les mecs sont là, ah mais le serpent c'est mauvais, l'autre il dit non non, le serpent c'est bon, le serpent il est sage et tout ça. Toutes ces choses-là de la culture indienne qui, moi, peuvent me parler et qu'on retrouve énormément dans un autre film dont j'espère on pourra parler un jour, qui s'appelle Blueberry, d'un autre réalisateur français qui a fait du bien quand même à un moment, qui est ce Sherian Koonen. Ouais, Blueberry. Un de mes films du cœur. J'ai pas vu, il va falloir que je le rattrape, un de ces jours. Ah ouais, je l'ai vu 11 fois en salle, hein, moi. Ah ouais, yes. C'est mon petit record. Mais si encore une fois, Cassel, il est pas. Ben, quand il la ferme, il est parfait. Il est parfait parce qu'il a une pure gueule, hein, ce mec. Mais il était bien dans Trans, je l'ai vu hier en plus, Trans. Je l'ai revu hier. Il est excellent dans. Comment il s'appelle là, le Cronenberg. Cette promesse, les promesses de l'ombre. Les promesses de. Ouais. Il est très bon là-dedans aussi. Il est très bon chez Noé. Il est très bon chez Audiard. Ouais, merci. Ah ouais, non. Et Trans, c'est cool. Ouais, moi, j'aime bien Trans. J'avais bien aimé. Fois chez Kassovitz. Comment ? Une fois chez Kassovitz. Bah ouais, dans la laine. Dans la laine. Ouais. Mais les rivières pourpres, il est pas mauvais. Dans certaines scènes. Dans certaines scènes, ouais. C'est vrai. Ouais. Mais il y a eu énormément de choses qui sont... Parce que c'est intéressant, mine de rien, on a beaucoup dévié dans la discussion, on a parlé quand même du Pacte des loups bien comme il faut, on a parlé du cinéma de genre français, on a parlé de Christophe Gans, on n'est peut-être pas allé dans le détail de tout, mais on espère... Des trucs, c'est chiant, mais c'est... Ouais, il y a plein de trucs. On a exploré un petit peu. Exactement, bah, c'est les formats aussi. Après, c'est difficile en live aussi, parce que des fois, tu te perds un peu dans ce que tu racontes, mais... Bon, c'est le but du jeu, hein, tu sais. Oui, j'aurais du temps, je ferai du montage. Mais c'est après, moi, je vais passer 2 heures à me dire putain merde, j'aurais dû dire ça, merde. Non, mais t'inquiète. Mais c'est bien, on apprend tous par la suite. En tout cas, bon, ça. pour notre VOD que j'espère vous êtes nombreux à avoir écouté, vous êtes encore là ? Salut, vous êtes là. Il y en a 8, dont 4 c'est nous. Donc... Ah, ça c'est le live, c'est pas important. On s'en fout des gens du live, hein. Des bisous les gens du live, on vous aime bien. Et des bisous les gens de la VOD, on vous aime beaucoup aussi. On va en rester là pour cette vidéo, mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Comme vous avez entendu, il y a plein de films qu'on aime bien, il y a plein de réalisateurs qu'on aime bien, donc on va essayer un peu d'aller à gauche et à droite et d'essayer de parler un peu de ce qu'on aime. Aussi de jeter 2-3 crottes de nez sur ce qu'on n'aime pas. Mais du coup, on reviendra. En attendant, merci d'avoir écouté et on vous dit à la prochaine. Vous pouvez même me dire au revoir vous aussi les gars parce que ça fait un peu mégalo. Ciao. Ciao. Bye.